Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, le regard rétrospectif sur l'actualité africaine et internationale. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser essentiellement sur ces consultations qui s'ouvrent, qui se sont donc ouvertes à Alger. Le gouvernement malien parle de consultation, mais refute toute idée d'ouverture de 6e round. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons également parler de l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Adesina, qui succède au Rwandais Donald Kaberuka. La FIFA avec ce nouveau mandat de Sepp Blatter. Nous allons en parler également avec nos invités, Adam Thiam du Républicain, Célia Dalmeida du Journal du Mali l'Hebdo, Gassou Drabo, ancien ministre de la Communication, journaliste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Sepp Blatter en hors-jeu flagrant, sifflé par la justice américaine. Il reste toujours dans le match et répare pour un 5e mandat consécutif à la tête de la FIFA. Son challenger, le prince Ali Ben Hussein, s'étant retiré avant le 2e tour du scrutin. Sepp Blatter que nous écoutons ici. Merci, je vous remercie de m'avoir redonné votre confiance. Pour les 4 prochaines années, je serai donc aux commandes de ce bateau que l'on appelle FIFA. Je vous aime tous beaucoup, j'aime mon travail et j'aime être avec vous. Je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais nous allons faire du bon travail ensemble, j'en suis sûr. Je vous remercie tous énormément, merci pour votre confiance. Ensemble, nous pouvons déplacer des montagnes. Voilà, Célia Dalmeida, si c'était un match FIFA, justice américaine, on pourrait parler de match nul, puisque même après le carton rouge, même après l'exclusion de 7 joueurs au niveau de l'équipe FIFA, Blatter reste toujours en jeu, il reste toujours président malgré tout ce bruit, ce scandale. Il est toujours en course. Je ne m'y connais pas beaucoup en termes footballistiques, mais en tout cas, on peut dire que Sepp Blatter, il a remporté la partie. Je ne parlerai pas de match nul, à mon avis, parce que la situation qu'il y avait la veille de l'ouverture de ce congrès, beaucoup pouvaient penser que le monsieur aurait tremblé dans ses bottes. Eh bien non, j'ai l'impression qu'on est en train de s'acheminer vers quelque chose qu'on voit sous notre optique africaine, un président à vie peut-être de la FIFA, je n'en sais rien. Oui, puisqu'il est au niveau de la FIFA depuis 1975, président depuis 1998, Serge Daniel. Je crois qu'il avait verrouillé toutes les issues avant la compétition. Ça, c'était clair. Vous avez vu qu'il était sûr de lui-même dès le départ et que finalement, les Américains ont peut-être mal joué. C'est-à-dire que les Américains ont provoqué cet incident à la veille de l'élection, pensant que ça allait entraîner soit la démission de M. Blatter ou la victoire de M. Ali. Ça a été un mauvais calcul des Américains. Maintenant, ce qui est évident, c'est qu'au sein de la FIFA, il y a des problèmes. Et qu'il faut souhaiter que ça soit le dernier mandat de M. Blatter et il faut nettoyer enfin les écuries de la FIFA. Il y a un journal un journal français qui a titré « Pieds sales, mais propres ». Je trouve que l'image était belle et qu'elle correspondait quand même à la réalité. Adam Thiam. Bon, je ne sais pas si on doit parler de Sepp Blatter pendant que Gassou Drabo est là. Il l'a rencontré plusieurs fois, j'imagine. 2001, une seule fois. Mais c'est pas son ami. Non, c'est pas son ami, je suis sûr. Mais bon, personne ne connaît probablement mieux. Personne ne connaît probablement mieux l'histoire de la FIFA que lui autour de ce plateau. Mais je pense simplement que ce n'est pas fini. Il rempile peut-être pour 4 ans, mais il y a déjà quand même un sérieux coup de semonce de l'UEFA. Et je pense que l'UEFA est tellement importante que si elle ne veut pas vraiment de Sepp Blatter, ça va être extrêmement difficile pour celui-ci de continuer. D'autant qu'on sait que ce n'est pas une sainteté non plus en Amérique latine. Romario, l'an dernier, l'a traité d'escrocs et de corrompus. Ses points forts, c'est l'Afrique et l'Asie, mais je pense qu'il y a pas mal d'Africains même qui peuvent être dans l'œil du cyclone dans cette affaire. Donc je ne crois pas. Il a dit lui-même qu'il n'est pas parfait. Je pense que dans son cas, c'est un euphémisme. Ça fait une 30aine d'années que les journalistes sont à ses trousses et qu'il y a des odeurs de magouille presque chaque année. Monsieur le ministre, oui, allez-y. Je voulais juste demander
demander si, avec les Africains, est-ce que les Africains d'ailleurs ne vont pas le lâcher, parce que je pense que la CAF s'attendait à ce qu'il y ait la 6e équipe africaine pour le mondial et ils n'ont pas obtenu ça. Donc c'est peut-être, ils n'ont pas eu la monnaie de la pièce qu'ils ont donnée à Blatter et peut-être que ça pourrait les désavantager pour la suite. Ok. Monsieur le ministre, ce n'est pas une surprise qu'ils parviennent à se maintenir à la tête de la FIFA, sur Blatter? Non, profondément, je veux dire que j'ai peut-être pas la même lecture que Serge. Je ne pense pas que les Américains essayaient de le faire chuter à cette occasion. C'était trop serré et c'était trop aléatoire. Mais ils ont voulu donner un coup de pied dans la fourmilière. Vous savez que la justice américaine combine efficacité dans l'enquête et chaud également. Je crois que le mieux placé pour en parler, c'est Strauss-Kahn. Mais donc, ils ont voulu, en un lieu bien précis, lors d'une circonstance solennelle, mettre la main sur des personnes qu'on pensait intouchables et créer un grand choc psychologique, mettre en insécurité tous ceux qui pourraient être trempés dans le scandale. Blatter ne pouvait pas déboulonner parce qu'effectivement, il a rendu service à trop de fédérations, surtout des fédérations africaines, asiatiques. Toutes les fédérations modestes ont eu quelque chose dans le milliard et quelques que la FIFA attribue chaque année pour l'amélioration de la pratique du football. Mais je suis d'accord avec Thiam, et je crois que ce n'est pas terminé. Parce que une des maladresses de Blatter, c'est de reconnaître que la guerre est ouverte avec l'UEFA. Lors de la clôture, il a eu un discours très rassembleur, mais lors de la conférence de presse, il dit qu'il a senti de la haine de la part de l'UEFA. Bon, ça, c'est un terme très fort qui encourage même l'adversaire à se montrer plus dur. Or, Platini, vous avez vu que l'Anglais qui est désigné comme premier vice-président de la FIFA refuse de siéger au comité exécutif. Platini a laissé entrevoir qu'il était possible que les nations européennes ne participent pas à la Coupe du Monde. Et l'Allemagne l'a répété encore ce soir. Donc il y a le danger pour la FIFA de voir sa compétition dorée, c'est-à-dire la Coupe du Monde, être dévaluée par la non-participation des Européens. Et ça, c'est une chose qui est inadmissible pour les sponsors. Ouais. Et c'est par l'argent que la FIFA peut être attaquée, comme le comité olympique international l'a été en 2001. Samaranch a été pris dans le scandale des Jeux olympiques de Salt Lake City. Et ce ne sont pas les membres du CIO qui l'ont fait partie, c'est les sponsors, en disant qu'effectivement, le scandale nuisait à l'image de la compétition qu'ils sponsorisaient. Ok. Célia, quand même, beaucoup de choses ont été révélées au cours de ce congrès-là. On a mis en évidence le fait que beaucoup de dirigeants de fédérations soient impliqués dans ces scandales. On aimerait vraiment transposer tout cela au niveau de l'Afrique. La façon dont la CAF, la Confédération africaine de football, attribue l'organisation des CAN à certains pays africains. Ce serait intéressant qu'une justice, même si elle n'est pas américaine, fouille un peu son nez et puis nous dire dans quelles conditions ces Coupes d'Afrique des Nations sont souvent attribuées. C'est que vous souhaitez vraiment que je vous dise qu'il est important que la justice se mêle des affaires des fédérations de football. Ouais, ben si nous-mêmes, souvent, on n'est pas capable de savoir ce qui se trame. Dans certains pays, ça s'est essayé. Au Togo, au Bénin, la justice s'est mêlée des affaires des fédérations. Et c'est la FIFA qui a dit non, attention, c'est des affaires de foot, laissez les gens tranquilles. Donc, est-ce que nous allons avoir le courage de faire, parce que la justice américaine, c'est quand même une justice puissante, qui est extrêmement indépendante de l'autorité de l'État. Donc, je doute fort que l'Afrique, en tout cas, puisse, surtout avec la force de l'argent, comme M. le ministre vient de dire, c'est énormément d'argent qui est injecté dans le football, et de fait, les fédérations sont très puissantes. Est-ce qu'on va accepter de les rendre fragiles avec des histoires de justice? Parce que si on parle de pot de vin pour l'attribution de Coupe du Monde, on peut également en parler pour l'attribution des CAN en Afrique, souvent. Oui, vous avez failli dire pot de bain, donc on peut se tromper. Non, il y a une image qui m'a frappé, moi, tout à l'heure, quand on voyait M. Blatter, c'est que celui qui était son garde du corps, non pas son garde du corps, mais son mamelouk, c'était quand même le président de la CAF. Mais c'était incroyable. Qui est là depuis 88. Un monsieur comme ça, derrière M. Blatter. C'est pas son garde du corps, c'est pas son mamelouk, c'est pas son aide de camp. Il n'a pas à être là, si vous voulez. Donc ça veut dire peut-être que ça semble
se ressemblent dans les médias. Oui, monsieur le ministre. Non, la preuve, c'est que aujourd'hui, la police suisse a écouté monsieur Hayatou. Oui. Ça veut dire que c'est pour ça que l'affaire n'est pas terminée. Parce que derrière, les Américains ont surtout enquêté sur ce qui s'est passé sur le sol américain, sud-américain, dans leur parage. Surtout qu'ils avaient un espion au sein de la FIFA. Ah oui, vraiment un espion extraordinaire. Donc, mais il y a également les deux affaires pendantes, et je suis d'accord avec vous sur la CAN. Non pas qu'il faille enquêter, mais il faut un minimum de transparence. Vous avez vu tout dernièrement l'attribution au Gabon. Dans le communiqué de la CAF, vous n'avez aucun détail sur les délibérations. Quels sont les critères qui ont prévalu pour l'attribution au Gabon? Alors que, et c'est pour ça c'est ce qui a provoqué la colère de l'Algérie, là, qui a frappé sur un peu tout le monde, sur le fait qu'effectivement, il y a une opacité totale sur l'attribution, les conditions de l'attribution et sur la prévalence de certains critères sur d'autres. Donc, tôt ou tard, je crois que l'affaire de la FIFA amène à certaines organisations à faire un peu plus attention dans leur fonctionnement. Ce sont toutes des organisations à but non lucratif. Mais elles brassent tellement d'argent que le mode de fonctionnement ne correspond plus à l'importance des recettes qu'elles génèrent. Et ça amène toutes sortes de travers, et des travers extrêmement dangereux. Ok. Une autre institution dont on ne peut aller au-delà de 2 mandats, contrairement à la FIFA, c'est bien sûr la Banque africaine de développement. Le Nigérian Adesina Akumi succède au Rwandais Donald Kaberuka. C'était à la faveur des dernières assemblées annuelles de la Banque, assemblée tenue dans la capitale ivoirienne. Nous faisons le point justement avec un de nos correspondants à Abidjan, Jean Jaurès Tabi. Dans les bras de la gouverneure du Nigeria au sein de la BAD, Akinwumi Adesina ne peut contenir sa joie. Au bout de 6 tours de scrutin, il est élu nouveau président de la Banque africaine de développement avec près de 60% des voix. L'actuel ministre nigérien de l'Agriculture mesure avec optimisme l'ampleur de sa mission. Ce n'est pas moi qui ai gagné aujourd'hui. Vous m'avez simplement donné la responsabilité pour gérer la BAD. C'est un grand défi pour moi à relever. Après le président Kaberuka, mais je suis sûr qu'avec votre soutien, on peut y aller et faire beaucoup de choses. Akinwumi Adesina promet consolider les acquis et relever les nouveaux défis de la BAD. La banque s'est imposée comme la principale institution de financement du développement en Afrique. Et au bout de 10 ans de mandat, le Rwandais Donald Kaberuka peut se réjouir, lui, d'un bilan somme toute flatteur. La banque financée à la hauteur de 200 millions de dollars américains en 2005 par année. Aujourd'hui, 2015, nous sommes à 2 milliards chaque année. Certainement que nous pouvons faire mieux, mais je crois que déjà une augmentation de 10 fois dans 10 ans, c'est quelque chose à ne pas négliger. Pour continuer sur cette dynamique, la BAD doit relever 3 défis. Développer les infrastructures, lutter contre les inégalités et renforcer les ensembles régionaux. La nouvelle équipe dirigeante débutera le second cinquantenaire de la BAD. Elle entend donner à l'institution financière un nouveau départ. Adam Thiam, avant de parler d'élection des candidats, un premier tour de table sur l'institution BAD. On a l'impression que ces dernières années, il y a beaucoup d'engouement autour de la BAD. De ces assemblées annuelles, par exemple, il y avait 6000 participants à Abidjan. Oui, non, mais Kaberuka vient de le dire. Ils ont multiplié par 10 le budget en 10 ans. La BAD avait été créée pour être le bras financier de l'OUA. Et l'autre bras, c'était le bras économique, c'était la CEA. Mais avec le temps, elle s'est émancipée. Et je crois qu'elle est même devenue aussi importante pour nos pays que les structures de proximité telles que la BOAD et puis des structures comme les institutions de Bretton Woods. Mais la question pour moi concernant la BAD, ce n'est pas les performances de la BAD elle-même, c'est la BAD dans le contexte africain. Il y a un très sérieux problème que le rapport BAD-OCDE vient de mettre
en relief, c'est la corrélation entre le croît démographique en Afrique et les ressources économiques. C'est-à-dire que ce n'est pas la BAD qui va résoudre ce problème, c'est les politiques de population que les pays africains mettront en œuvre. Célia? Mais moi, je pense que oui, l'engouement autour de la BAD, particulièrement la participation d'un grand nombre de personnes, et je pense de nombreux investisseurs, c'est que, quoi qu'on dise, l'Afrique est le continent de l'avenir. Et la BAD est financée par des gens qui attendent des retours sur leurs investissements. Donc, l'Afrique, c'est très intéressant pour eux. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément d'opportunités qui peuvent s'avérer très rentables. Donc, ils viennent discuter avec ceux qui font l'Afrique, qui étaient tous présents à Abidjan. Et voilà. Maintenant, il y a effectivement d'autres questions, la question de gouvernance sur le continent, de ce qu'on fait, de ce que la BAD mobilise. C'est de l'argent qui est donné aux États. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on voit le résultat de ces 2 milliards de dollars par an que la BAD donne aux États africains? Ça, c'est une autre question. Monsieur le ministre, on a vu dans certains pays la BAD qui arrive même devant certains partenaires bi- ou multilatéraux, comme vient de le dire Adam Champ. Au Maroc, par exemple, la BAD, c'est le premier partenaire du royaume chérifien, avant les institutions de Bretton Woods, par exemple. Oh, oui, non, je pense que ce que Thiam a dit est essentiel. Et le fait de l'arrivée des actionnaires étrangers, comme l'a souligné Célia, fait professionnalise la BAD. C'est-à-dire le plus dangereux dans ce genre d'instrument, c'est que le politique prédomine sur l'aspect technique et sur le professionnalisme. Et je crois que c'est l'écueil qui a réussi à éviter la BAD. Et vous vous souvenez certainement de tout le tumulte qui a entouré l'élection de Kaberuka et dans laquelle les partenaires extérieurs ont été déterminants pour faire passer le Rwandais et non pas le Nigérian. À l'époque, le Rwanda, c'était le chouchou de la communauté internationale, un pays qui sort du génocide. Non, et qui avait une bonne gouvernance, comme Mme Duarte est aujourd'hui le chouchou, mais elle n'a pas passé, parce qu'effectivement... On va en parler, oui, voilà. Les candidats. Non, mais je veux dire que c'est réconfortant, parce que je crois que c'est une success story à l'africaine, qui montre que, bon, lorsque on dissocie le politique du technique, ça ne peut être que profitable aux nations africaines. Oui, certainement. Je partage l'avis du ministre, c'est-à-dire qu'en termes de développement transversal, c'est l'institution qui marche le plus, la mieux aujourd'hui. Si vous prenez par exemple les pays de la zone franc, on va vous dire que c'est seulement les pays de la zone franc. Si vous prenez les autres pays, chaque communauté est monétaire. Mais vous avez réuni au sein d'une même entité toutes les communautés monétaires. Et ce qui est capital, je crois que c'est Cécilia qui le disait tout à l'heure, ou Adam, mais Adam ça m'étonnerait, c'est pas lui, ça ne lui arrive pas souvent, c'est que vous avez quand même des actionnaires étrangers. C'est le ministre qui le disait, voilà, c'est pas Adam. Vous avez des actionnaires étrangers, et ça c'est très important. Les Canadiens, les Américains, les Français, qui font d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, lors des élections, ils jouent un rôle très important. C'est vraiment une success story. Oui, tout à fait. Justement sur les élections, est-ce que c'est une surprise, selon vous, Célia, que ce soit le Nigérian qui ait été choisi par les gouverneurs? Bon, j'ai laissé mon cœur de malienne parler d'abord. Vous le voyez venir Moi, je ne suis pas très férue du milieu des finances. Donc, j'ai lu pour me renseigner sur cette histoire quand ça approchait. Et qu'est-ce que vous aimez? Pas le football, pas les finances? J'aime l'environnement, j'aime l'agriculture, j'aime les femmes. Et j'en profite pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Bien. Alors, je voulais dire donc... il était ministre de l'Agriculture. Il était ministre de l'Agriculture. Et d'après ce que moi j'avais lu, c'était que les États-Unis, qui ont un poids assez important dans cette histoire, ne souhaitaient pas que le Nigeria gagne la présidence de la BAD parce que le plus important contributeur africain, c'est pas bien qu'il ait également la direction. Bon, donc je me disais, si les États-Unis ne le supportent pas, il n'a pas beaucoup de chances de passer. Mais apparemment, les autres ensembles régionaux, et c'est en cela que la diplomatie nigériane est très forte, les autres ensembles régionaux on a réussi à les coaliser autour de cette candidature qui n'était pas la plus appréciée des plus grands contributeurs. Et finalement, le monsieur est passé, 1, parce qu'il a de la valeur, et 2, parce qu'il a été soutenu. Monsieur le ministre, un mot sur les 8 candidats. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, avant les assemblées annuelles, avant la réunion des gouverneurs, qui s'est dégagé du lot, selon vous?
Non, je rejoins Célia. Il y avait personne, parce qu'effectivement, il y avait des personnalités intéressantes, ça, vraiment intéressantes, dont notre candidat également. Mais il y avait, disons, personne qui se détachait nettement comme favori. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une excellente campagne du Nigeria. Célia l'a souligné. Et ça s'est vu tout au long des élections, parce qu'il faut rappeler que Adesina a fait la course en tête pendant tous les 6 tours. Et dès le premier tour, il avait déjà 25% des voix. Donc ça veut dire qu'il a réussi quand même à réunir autour de lui une masse critique. Et les 25% étaient presque à égalité, parce que dans les règles de l'élection, il vous faut réunir une majorité de voix des partenaires extérieurs et une majorité de voix des Africains. Et dès le premier tour, il avait une masse critique importante de voix africaines et de voix extérieures. Donc ça veut dire que ça a été extrêmement bien préparé. Et je crois que, je rejoins Célia, autant la préparation diplomatique, et autant la personnalité est importante, autant la préparation diplomatique et la bonne appréciation des différents équilibres est nécessaire. Il faut que le pays pèse dans les concerts des nations. Il faut que le pays pèse, mais ce que j'aimerais dire, c'est que, vous voyez, le Nigeria, c'est quand même vraiment une puissance, parce que c'était un pays qui était en transition. C'est-à-dire qu'il y avait un président élu, qui n'avait pas pris fonction. Mais ça n'a pas empêché la machine gouvernementale de fonctionner. Mais contrairement à Cécilia, je pense que les grands actionnaires, les actionnaires étrangers comme les Américains, les Canadiens, les Français, étaient plutôt pour cette fois-ci une candidature nigériane. Pourquoi le candidat malien n'est pas passé? J'ai rencontré ceux qui étaient là-bas. En fait, il a été éliminé dès le premier tour, d'après ce qu'on m'a expliqué. Au troisième, parce que 2 pays importants, c'est-à-dire l'Algérie et l'Égypte, qui avaient au début décidé de soutenir le candidat malien, ne l'ont plus soutenu. Donc ça fait que le candidat malien n'a pas été loin. Adam Cham. D'abord, sur les 8 candidats, il faut dire qu'ils étaient tous très bons, mais de valeur sensiblement égale au niveau technique. Une élection comme celle de la BAD se joue sur le poids politique des pays. Ça se joue aussi, bien sûr, sur la valeur intrinsèque des candidats. Sur le poids politique des pays, ce qu'on a remarqué depuis, à mon avis, la fin de la jurisprudence d'un pays faible à la tête de l'Union africaine, parce que Mme Zuma est quand même ressortissante d'un pays très très fort, et l'Union africaine avait jusqu'à présent évité cela au nom de l'équilibre. Depuis la fin de cette jurisprudence, je pense que le Nigeria avait déjà pas mal de chance, parce que n'oublions pas qu'à l'élection précédente, son candidat était très bon, et que c'est effectivement la position américaine qui a fait pencher la balance du côté de Kaberuka. Mais ce Nigérian-là, intrinsèquement, il est très bon. Il est le père de la révolution agricole nigériane. Il est réputé très, très compétent presque partout. Je connais même quelqu'un qui a dit que quand il donne une conférence, tu entends les mouches voler tellement il est éloquent et maîtrise son sujet. Je pense que c'est le poids politique du candidat malien qui a fait, c'est le poids politique du Mali qui a fait chuter le candidat malien, il n'y a pas de doute. Justement, il faut une précision, on n'a pas vu le président de la République à Abidjan, Ibeka n'était pas à Abidjan. Beaucoup ont dit oui, voilà, il n'a pas été soutenu le candidat. Je me suis informé aussi, ça c'est peut-être en termes de décryptage intéressant à dire, c'est que la BAD avait demandé à tous les chefs d'État qui avaient des candidats de ne pas venir. Donc on n'a pas vu Déby, on n'a pas vu les autres. Voilà. Oui, mais on a vu quelqu'un comme Obasanjo qui était Obasanjo là. n'est pas président. Oui, mais pour dire qu'il y avait des figures fortes qui étaient derrière ce monsieur. Et un ancien président malien dont je ne dirais pas le nom aurait pu aussi être là. On va parler de ce candidat malien, puisqu'on ne l'a pas entendu dans cet extrait, mais dans son tout premier discours, le nouveau président de la BAD a fait spécialement mention au candidat du Mali, Birama Boubacar Sidibé, dont il a salué vraiment la grande expertise. Le candidat du Mali qui n'a pas passé, personnellement nous étions à Abidjan, mais Monsieur le ministre, la délégation malienne, avant même le début de l'élection, était souvent félicitée dans les allées de l'hôtel Ivoire, puisque beaucoup pensaient que le candidat malien, c'était le plus brillant intrinsèquement.
le Mali n'a pas passé. Pourquoi? On a posé la question au ministre des Finances, Mamadou Igor Diarra, qui était également à Abidjan. On l'écoute et on revient juste après. La candidature du Mali a été très appréciée parce que dans les scores qui vont certainement être publiés, vous allez constater qu'elle s'est toujours située au niveau de la moyenne, c'est-à-dire qu'environ 10%. Et sur 8 candidats, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc c'est une candidature qui a véritablement été appréciée par les actionnaires. Maintenant, il y a, je dirais, des jeux de blocs aussi, et des influences de blocs. L'Afrique australe constitue un bloc, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest avait 4 candidats. Donc nous pensons que ça a été un parcours bien honorable. Lorsque vous avez moins de 1% du capital d'une institution ou que vous avez 9% ou 10%, comme c'est le cas de certains pays, aujourd'hui c'est le Nigeria qui est en tête pour le moment, au moment où je vous parle. Mais c'est un pays qui n'a pas très loin de 10% du capital de cette institution. Donc le poids capitalistique compte. Et je crois qu'à un moment donné de notre histoire, des dirigeants ont cru en cette banque et y ont investi, mais d'autres n'avaient pas nécessairement cru. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'il y ait peut-être des rééquilibrages ou qu'on soit, on va dire, défavorisé. Voilà, Célia, le ministre des Finances, il était à Abidjan, peut-être il a fait ce qu'il pouvait faire. Il y avait d'autres, le ministre des Investissements, il y avait Michel Sidibé. Mais on a l'impression qu'au Mali, on n'a pas tiré les leçons, par exemple, de l'échec de la candidate malienne par rapport à l'OMS Afrique. Elle était également brillante, mais elle n'est pas passée. Et là également, c'était notre scénario, Célia d'Almeida. Je pense que on ne tire pas les leçons des échecs. Peut-être sommes-nous concentrés sur d'autres fronts. C'est peut-être ça aussi. La diplomatie malienne avait d'autres enjeux auxquels elle faisait face. C'est peut-être cela qui a désavantagé nos différents candidats, parce que on a voulu la francophonie, on a laissé tomber, on a essayé l'OMS, ça n'a pas marché, la BAD, ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a, comme Monsieur le ministre l'a dit, c'est toute une construction. Notre candidat était en campagne depuis le 2013, c'est vrai, mais de 2013 à 2015, il était un peu tout seul. Ce n'est que récemment qu'on a senti vraiment qu'il y avait l'engagement de l'État derrière lui. Je pense qu'il faut qu'on retravaille la chose, qu'on se dise, ces candidatures-là, c'est le Mali, c'est l'image du pays, c'est le poids du pays. Peut-être aussi que le Mali n'a plus le poids qu'il avait en temps sur la scène internationale. Et ça, c'est également un travail qu'il va falloir continuer, parce qu'il est déjà en cours, pour renforcer l'image de marque que le Mali avait, de sorte que quand un candidat malien se présente devant les gens, il ait d'emblée un certain poids. C'était le cas auparavant. Oui, Adam, les faits sont têtus, puisqu'on est vraiment sur les faits. C'est le deuxième, sinon le troisième échec de la diplomatie du Mali à pouvoir porter un candidat à la tête d'une institution internationale. Il faut tirer les enseignements. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, d'abord, peut-être que ce n'est peut-être pas normal que le Mali seul ait 3 candidats à 3 postes africains. Il faut des compromis, il faut qu'on retire tel candidat pour que tel président puisse soutenir notre candidat là où on a le plus de chances de passer. Et donc, il va falloir tirer les leçons. Mais ce que le ministre des Finances a dit dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest est vrai. On avait quand même 4 candidats, ça atomise, etc. Alors que, par exemple, la CEC avait fait bloc derrière le Tchadien. Et peut-être que si nous nous étions retirés, par exemple, de l'OMS au profit de la BAD, on aurait eu des voix d'une autre région africaine, enfin d'un pays d'une autre région africaine. Mais il faut dire que cette fois-ci, le vote a été très régional. Serge l'a dit tout de suite, l'Égypte et l'Algérie qui étaient avec nous, ils étaient avec les Tunisiens vers la fin. Donc l'Afrique du Nord a soutenu le candidat de l'Afrique du Nord, et la CAC a soutenu le candidat de l'Afrique de l'Est. Il y avait un problème avec l'Éthiopien qui a un excellent parcours, qui est même considéré comme le père du miracle éthiopien, qui est une réalité. Mais comme l'Éthiopie n'est pas dans une région forte, il n'avait pas beaucoup de chance. Je pense franchement que notre candidat tombe à la BAD n'est pas étonnant.
si on voit un peu le nombre de candidats qu'il y avait en Afrique de l'Ouest, si on voit le poids diplomatique du pays et le poids des non-régionaux. Moi, j'avais pensé effectivement que c'était Duarte qui passait simplement parce que elle vient d'un pays très bien gouverné, et les femmes, et les polyglottes, et les économistes confirmés, etc. Et je pense que sans le poids capitalistique, comme le ministre l'a dit, du Nigeria, ça aurait été peut-être la Cap-Verdienne. Monsieur le ministre. Oui, effectivement, une candidature, c'est un ensemble de paramètres qui sont extrêmement complexes. Vous savez, par exemple, lorsque Serge a parlé disons, de la défection de l'Égypte et de l'Algérie, je pense que c'est des choses en expérience diplomatique qui sont prévisibles. Donc il faut déjà l'intégrer. Je pense, par exemple, on n'a pas remarqué, le Tchadien a accompli un exploit quand même. Au premier tour, il était 6e. Et il est remonté jusqu'à il était 4e, et il est remonté jusqu'à la 2e place. Donc ça veut dire qu'il y a des alliances qui se sont construites selon des différents scénarios. Et vous êtes obligé de jouer tour après tour. J'en parle un peu parce qu'il y a eu un Malien qui a été élu à l'UIT, et ça nous a donné une expérience dans la construction d'une candidature malienne. C'est extrêmement compliqué. Et dire que quelqu'un vient vous taper sur l'épaule en disant « nous sommes avec vous, ceci, cela, ne vous en faites pas ». Lors de la candidature malienne à l'UIT, nous avons été trahis par la région ouest africaine. Et c'est la région Afrique du Sud et Afrique centrale qui a été la plus fidèle au candidat malien. Parce que même à Abidjan, on parle d'une réunion nocturne de la CEDEAO. Oui, donc il y a une question de flair, il y a une question de... Sinon, on a un très bon candidat. Et on a un excellent candidat qui a peut-être eu le malheur, comme on dit, d'être le 3e et d'avoir, disons, de subir une certaine usure diplomatique à ce niveau, et qui a eu le malheur aussi de rencontrer un candidat absolument charismatique et qui va au-delà de l'expertise bancaire. Il n'est ni banquier, ni ni responsable de la base. C'était 2 handicaps apparents qu'il a transformés en atout. Oui, Serge, oui. Moi, je pense qu'il faut tirer la première leçon qu'il faut tirer, c'est que quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique de ses moyens. Et je rejoins exceptionnellement Adam là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas disperser les candidatures. On a eu la candidature de l'OMS qui a laissé des traces, déjà à l'époque. Est-ce qu'il ne fallait pas dire, nous n'avons pas de candidature pour l'OMS, mais tu vas te faire du donnant-donnant un peu. Bon, là, je suis en train de caricaturer, mais dire, bon, pour la BAD, est-ce que vous nous soutenez? Parce qu'à un moment, le Tchad avait souhaité à ce que le Mali, puisque le Tchad est venu intervenir au Mali, que le Mali retire sa candidature. Exactement. La candidature malienne était vieille de 2 ou 3 ans. Exactement, mais il faut jouer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre aussi tous les postes. Est-ce que, vous voyez, je pense que ça a joué. Donc, la deuxième chose, c'est ce que disait tout à l'heure le ministre Igor, c'est que l'Afrique de l'Ouest avait 4 candidatures. Donc forcément, les candidatures se neutralisaient plus ou moins. Or, le Nigeria, sur 4 habitants de l'Afrique de l'Ouest, 3 sont nigérians. Vous avez le poids démographique, vous avez près de 10% dans la BAD. Et puis, Dalmeda le disait tout à l'heure, j'ai pas fait attention, ils ont quand même envoyé une équipe assez forte. C'est-à-dire l'ancien président Obasanjo, qui connaissait tout le monde. Bon, il y avait Igor qui était là-bas, il y avait 2 autres ministres. Il y avait Michel Sidibé qui était là. Michel Sidibé, qui était une grande voix, mais peut-être qu'il fallait également envoyer un ancien président ou un ancien premier ministre. Ok. Monsieur le Président, j'ai dit Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Ministre. Moi, vous me le souhaitez. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à cette stratégie de placement des cadres à l'international, puisqu'on est loin de la période où le Mali était présent à l'UIT, il est maintenant présent à l'ONU-SIDA, le Mali était à l'UEMOA. Des exemples comme le Sénégal, des pays comme le Sénégal ont des stratégies comme ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le Mali revienne à ça pour le rayonnement du pays à l'international? Oui. C'est-à-dire que j'entends souvent évoquer l'exemple du Sénégal, mais je n'ai pas... Il y a beaucoup de cadres sénégalais dans les institutions mais pas à des postes absolument majeurs. Ouais. Il y a beaucoup de saupoudrage, il y a beaucoup de solidarité entre les cadres sénégalais pour se promouvoir les uns et les autres. Mais effectivement, je crois que l'idée qu'on a développée autour de cette table est essentielle. C'est qu'il faut savoir prioriser la recherche de très hauts postes.
Donc ce n'est pas absolu, c'est peut-être une approche différente de placement de nos cadres. C'est disons rendre plus pointu les choix qu'on fait pour disons chercher à présider certaines institutions. Adam, sur cette question? Oui, c'est-à-dire il y a deux choses. Il y a le placement des cadres dans le système international. Mais oui, je pense qu'effectivement le Sénégal a une stratégie là-dessus, et puis elle l'utilise. Et en plus, il ne faut pas se faire d'illusions, la politique des ressources humaines au Sénégal, elle est nettement mieux que celle que nous avons ici, et c'est ça qui décide aussi les choses après. Et ils sont plus bilingues, vraiment, il n'y a pas beaucoup de comparaisons. On le sait simplement quand on a l'opportunité de travailler à l'international. Une grande différence entre les qualités. Oui. Maintenant, il y a aussi les postes politiques. Et c'est normal qu'il y ait une rotation, c'est-à-dire on va pas avoir éternellement l'UIT. Il y a d'autres pays. Le Mali a eu son tour, il y a eu deux grands mandats. Oui, on passe la main. Ça, c'est différent d'un fait que d'encourager des candidatures et puis de ne pas les préparer sérieusement et de vouloir 3 ou 4 postes la même année qui sont des postes électifs et des postes politiques importants. Célia, je voudrais juste vous lancer un défi, la prochaine émission de vous voir avec un nœud papillon. Ok, oui, ça fait ça revient à la mode. Effectivement, ça fait so British. Dernier thème de cette émission, avec ces consultations initiées par la médiation internationale destinées à identifier les actions à engager suite à l'entrée en vigueur depuis le samedi 16 mai 2015 à minuit de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le gouvernement donc du Mali qui pense que ce n'est pas le 6e round pour parler. C'est là, est-ce qu'il faut l'entrevoir comme ça? Est-ce que c'est pas Alger 6, sans vouloir le dire? Bon, ne le disons pas. Parce qu'on pensait qu'après le 15 mai, tout était fini. Ne le disons donc pas. Ce n'est pas Alger 6. Ce sont les Maliens qui se retrouvent pour essayer d'avancer. Et je pense que c'est l'essentiel. Bamako, c'est la capitale du Mali. Non plus. Bamako, bien sûr, c'est la capitale du Mali, mais comme le Mali a dit qu'on ne négociait plus, on a fini. L'accord a été signé, c'est terminé. La médiation veut arriver à un résultat définitif, positif. Et la médiation, c'est l'Algérie, donc elle met tout en œuvre pour arriver à ce résultat. Je pense que, on va laisser le bénéfice du doute et se dire qu'effectivement, on ne renégocie pas. Ce sont des consultations pour amener enfin nos frères de la CMA à entendre raison et à signer cet accord. J'espère que ce que nous avons refusé auparavant ne nous sera pas imposé aujourd'hui et que nous puissions avancer ensemble. Serge, c'est pas Alger 6? Je ne crois pas qu'on puisse parler d'Alger 6, puisque ce qui va se passer, c'est qu'ils vont déterminer, probablement à Alger, le cadre des nouvelles discussions. Mais ce sont des discussions entre Maliens, c'est-à-dire que vous n'allez plus avoir, peut-être que comme observateur, vous allez avoir la communauté internationale ou des représentants de la communauté internationale, mais seront des discussions directement entre la CMA et le Mali. Et il y a M. Bilal Hatcherif, qui est le patron de la CMA, qui a parlé il y a 2 heures, ce dimanche, et qui a dit, c'est la première fois, j'entends ça en tout cas, qui dit, je suis persuadé que nous allons aboutir à, excuse-moi, je paraphrase un peu, je suis persuadé que nous allons aboutir à un accord, que c'est sérieux. Enfin, il y avait tellement plus que de l'espoir, il y avait de l'espérance dans ce qu'il disait. Ce qui me dit que je suis plutôt optimiste. Et j'ai toujours été optimiste dès le départ. Oui, Adam Thiam. Contrairement à Adam Thiam. Si on n'appelle pas ça Alger 6, c'est peut-être un avenant à Alger 5. Mais la question pour moi, ce n'est même pas là. Je prends 2 communiqués. Le communiqué de la médiation qui date du 29 et le communiqué de la médiation et le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Mali qui date du 30. Le communiqué de la médiation dit qu'on se réunit à Alger pour s'entendre sur les conditions de parachèvement de la mise en œuvre du processus d'Alger pour voir la méthodologie et les modalités de mise en œuvre. Et le communiqué malien dit qu'on est à Alger pour identifier les actions à initier après la mise en œuvre, suite à l'entrée en vigueur
de l'accord du 15 mai. Donc c'est quand même différent. Alors l'accord du 15 mai n'a pas été signé par l'autre partie. Je ne vois pas comment il peut entrer en vigueur. C'est tout le problème que nous avons avec la communauté internationale. Et donc, moi je ne sais pas, honnêtement, de quoi on discute à Alger. J'espère simplement, après avoir lu les propos de Bilal Al-Sherif à l'APS, et je pense effectivement que c'est des propos assez forts, que la raison finira par prévaloir, que la CMA viendra signer et qu'après la signature commencera la mise en œuvre, parce que la mise en œuvre ne peut pas se faire avant la signature. Oui, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut être autant optimiste à l'écoute de ces propos de Bilal Al-Sherif? Ce n'est pas la première fois souvent qu'on entend ce genre de discours d'optimisme. Oui, non, moi je pense que très sincèrement, Bilal Al-Sherif est persuadé qu'il faut aller à la signature. Le problème, c'est que il est certes comme un super porte-parole de la CEMA. Il n'a pas l'entière maîtrise de toute la coordination et il est régulièrement démenti par des éléments radicaux extrémistes qui ont d'ailleurs très violemment réagi lorsqu'il a paraphé l'accord pour la paix et la réconciliation. Et ces éléments n'ont donné aucun signe d'avoir tant soit peu désarmé ou être prêts à aller vers, disons, une certaine modération de ce qu'ils exigent, c'est-à-dire de l'exécution des points inscrits dans le document remis le 17 mars à la médiation internationale et des points qui en fait rouvrent le débat et reposent sur la table le schéma du fédéralisme. Donc, est-ce qu'il y aura de la part de la branche modérée et raisonnable de la CEMA une volonté de passer en force et de signer l'accord, maintenant quitte à se battre pour la mise en œuvre? C'est peut-être le scénario le plus optimiste qu'on puisse imaginer. C'est un scénario qui va se rapprocher de celui du paraphe où effectivement Bilal Al-Sherif a eu le courage de parapher. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur le mot courage. Oui, Serge, est-ce qu'on n'entre pas dans un engrenage juridique? On l'avait dit quand on a parlé de la différence entre paraphe et signature. Dès lors qu'on signe, l'acte il devient juridique. L'État malien a des engagements à respecter. Est-ce que seul il peut respecter ces engagements-là? Est-ce qu'on peut faire la paix seul? C'est le défi. On ne peut pas faire la paix seul. Le problème, surtout avec soi-même. Avec soi-même. Le problème n'est pas que juridique, le problème est juridico-politique. C'est-à-dire, sur le plan juridique, quand vous voyez surtout les notaires sont des spécialistes des paraphes, des signatures, des documents confidentiels. En plus, donc, à partir du moment où le document est confirmé, il n'y aura pas de nouvelles négociations. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un round de négociations. C'est pour ça que je dis, c'est pas un 6e round. Où vous allez avoir pendant 6 mois, 8 mois des négociations sur les détails, etc. Non. La route est tracée. Mais tant la route est tracée, vous avez des dos d'âne, vous avez des crevasses, vous avez des trous à éviter, comment faire, etc. Donc la mise en œuvre de l'accord. Et puis, on peut être flexible sur certains points. Par exemple, si vous lisez l'accord, très bien. Si vous lisez l'accord, si on vous dit que dans le chronogramme, dans 2 mois, on doit faire ça, on peut le faire dans 3 mois, dans 4 mois. Donc je ne pense pas que ce soit sur le fond que les discussions se déroulent. Mais si vous voulez faire la paix, il faut être deux. Vous ne pouvez pas faire la paix tout seul. Et encore une fois, la guerre, ça ne résout rien du tout. Surtout que vous avez des conséquences sur le terrain. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord. Avant-hier, il y a eu l'assassinat d'un conseiller communal. Vous avez aujourd'hui, en moins de 2 semaines, 30 000 civils qui ont quitté la région de Tombouctou, qui ont quitté donc vers Tombouctou pour aller vers Goundam, pour aller vers Tonka, parce qu'ils sont en sécurité. On ne peut pas assurer leur sécurité. Si on veut résoudre tout ça, il faut pouvoir faire la paix. Ok. Faire la paix, une volonté commune, puisque mardi, cette semaine, il y a eu une grandiose marche à Bamako de nombreux Maliens qui ont réitéré leur attachement à la paix, quand même. Oui, j'allais le dire à la suite de Serge, c'est-à-dire en plus de tout de cet exode qui commence à devenir massif quand même et inquiétant à la veille de la saison de pluie où les gens sont là pour cultiver, en plus des enlèvements, etc., il y a une détérioration quand même à signaler de nos relations avec nos partenaires internationaux. D'un côté, la MINUSMA, qui est maintenant, qui vient, dont un des agents vient d'être tué dans des conditions encore non
non élucidée à Bamako. Une semaine après l'attaque d'une voiture de la MINUSMA. Et puis il y a eu cette marche dont vous parlez, cette marche qui était marche de la paix, mais qui s'est transformée en marche contre la France et contre la MINUSMA, au point qu'un drapeau français a été brûlé. Et le 2 février 2013, quand Hollande venait ici, il a été accueilli avec des drapeaux jumeaux, donc des drapeaux français et maliens cousus ensemble. C'est la preuve effectivement que le climat se détériore et qu'il faut vite agir. Ok. Certains organisateurs de ces marches ont dit que c'était des actes isolés qui ne sauraient être mis au compte de l'organisation. Mais monsieur le ministre, est-ce qu'il n'est vraiment pas temps, peut-être pour la communauté internationale, de donner un ultimatum à la CMA, par exemple, à l'issue de ces consultations d'Alger, pour une mise en œuvre adéquate, effective, quand même, de l'accord? Oui, c'est-à-dire que à la suite de la signature de l'accord, si ma mémoire est bonne, le Conseil de sécurité avait quand même réitéré une sorte d'avertissement à ceux qui allaient à pas mesurer vers la paix. Mais je pense que tôt ou tard, il faudra bien que le ton se durcisse du côté de la communauté internationale pour dire qu'effectivement, et comme l'a dit le patron de la MINUSMA, on ne peut pas indéfiniment patienter pour arriver à la signature de l'accord. Et qu'il faut à un moment ou l'autre, le mot ne me déplaît, mais aller vers une forme d'ultimatum. Et dire que bon, il faut, à partir de telle période, il faut effectivement que certains se définissent comme adversaires absolus de l'accord de paix et de sécurité. Et à ce moment, ils encourent les conséquences de ce choix. Parce que tant qu'on reste dans le ni paix, ni guerre, ni signature, ni rejet, c'est une situation qui fait monter les phénomènes négatifs qu'a décrit Thiam. Et la montée de ces phénomènes n'est pas quelque chose à négliger. Surtout qu'il y a un échéancier, il y a des choses qui doivent être faites 2 mois après la signature, 6 mois, etc. Célia, vous êtes optimiste par rapport à tout cela? On est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission. Je veux le rester. Je veux le rester. Je pense que tous les Maliens veulent le rester parce que nous n'avons pas d'autre choix. Notre pays doit sortir de cette crise. Adam Thiam vient de le dire. Il y a des situations dans lesquelles les populations restent en souffrance et très grande souffrance. Donc il est vraiment important que ce processus-là aboutisse. On avait parlé du 15 juin. J'espère qu'on y arrivera. Des voix positives sont en train de s'élever. Bilal Al-Chérif, je pense que tous les Maliens qui ont entendu ça aujourd'hui ont dû se dire peut-être que nous allons avancer. Maintenant que ce ne soit plus le « nous voulons mais », parce qu'on dit on ne rouvre pas les négociations, mais eux, ils sont arc-boutés sur un certain nombre de choses qu'ils exigent. Comment allons-nous faire pour rentrer ces choses-là dans l'accord? Donc il est important que le Mali a fait beaucoup de compromis, qu'on fasse, on accepte aussi de comprendre que ce pays, y compris les populations de l'espace qu'il revendique, sont en train de souffrir et qu'il est important d'arriver à une solution, comme on dit ici, la moins pire possible pour nous tous. Il y a de l'espoir. Aujourd'hui, par exemple, vous avez dans un hôtel de Bamako des rebelles qui sont là. Et ils reçoivent des per diem du gouvernement. Ça veut dire qu'ils reconnaissent le gouvernement. Il y a de l'espoir, mais il faut plus que de l'espoir. C'est vraiment de l'espérance. Et moi, je suis optimiste, contrairement à Adam. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est-à-dire ce qu'il faut qu'on fasse. En réglant le problème du nord, du Mali, il ne faut pas créer un problème à Mopti. Aujourd'hui, il y a une 50aine de ressortissants de cette région qui sont détenus. Et leurs parents sont à Bamako, ils font le tour des rédactions, ils rencontrent les associations Peul, et à les entendre, on dirait effectivement que c'est des bergers qu'on est allé prendre. Et il ne faut pas sous-estimer non plus l'appel qui a été fait de négocier avec les djihadistes maliens. Je pense d'ailleurs que ça se fait. Ça se fait, ils ne le disent pas. Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas résoudre des problèmes comme ceux qui se posent aujourd'hui à Mopti avec le mouvement de renaissance du Massina. Ils ont un objectif politique, ils disent qu'ils veulent une théocratie, c'est un objectif politique. Je ne pense pas que les Nations Unies nous inspirent
nous donne une bonne inspiration en disant oui, nous négocions avec le MNLA, mais nous ne négocions pas avec les djihadistes. Et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Célia Dalmeida du journal du Mali L'Hebdo, Gaussou Drabo, journaliste ancien ministre de la Communication, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro du débat du dimanche.